Bonjour et bienvenue pour Ici l'Europe, à la semaine des ambassadeurs au cœur de Paris qui définit à la fin de chaque été les grandes lignes de la diplomatie française. Et nous allons vous proposer un patchwork d'ambassadeurs, des interviews, y compris avec leur chef de file, Jean-Marc Ayrault, le ministre des Affaires étrangères. Mais tout de suite, écoutons un peu ce que la jeunesse, les diplomates en herbe ont à dire à propos de cette réunion. Je suis venue parce que je veux devenir ambassadeur. C'est quelque chose qui me donne vraiment envie, rencontrer des nouvelles personnes, pouvoir aider, représenter la France à l'étranger. J'aimerais bien être dans les résolutions de conflits, donc autour par exemple on va dire, les personnes qui négocient, qui sont autour d'une table. Je m'intéresse beaucoup à la politique internationale, à la politique européenne. Chaque année, la diplomatie française réunit ses représentants pour affirmer ses grandes orientations. Et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui leur chef de file, Jean-Marc Ayrault. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le ministre des Affaires étrangères de la France. Elle est choquée, cette France, et d'ailleurs ses voisins européens aussi, par ce qui s'est passé le 23 juin, c'est-à-dire un vote négatif des Britanniques pour sortir de l'Union européenne. Les 28 qui perdent un membre imminent. Pour l'instant, d'ailleurs, ça ne se fait pas tellement ressentir ni au Royaume-Uni, ni sur le continent, que les effets. Est-ce que c'est si grave, finalement, de partir? Oui, c'est grave. C'est une décision, je dirais, douloureuse pour nous, parce qu'on a besoin d'un grand pays comme la Grande-Bretagne, qui, de toute façon, va rester un partenaire de la France. Comme la France, la Grande-Bretagne est membre permanent du Conseil de sécurité. Donc, on va se retrouver sur un certain nombre de conflits. Mais en même temps, c'est une perte de substance pour l'Europe. Mais c'est le choix du peuple britannique. Donc maintenant, il faut en tirer les conséquences. Il ne faut pas que les choses traînent. Il y a un article qui est prévu par les traités, l'article 50. Et vous demandez à Theresa May, la nouvelle Première ministre, de l'activer. Sa notification, le plus vite possible. On imagine mal qu'on soit dans l'entre-deux. Donc c'est à la fois dans l'intérêt de la Grande-Bretagne, mais aussi dans l'intérêt de l'Europe que la situation soit clarifiée. Alors, donc, justement, ça veut dire de nouveaux rapports, désormais, qui devront exister entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne. On restera partenaire, mais dans un autre cadre. Mais j'ajouterais quelque chose pour être aussi positif. C'est qu'on avait dit, après le Brexit, il y a un risque de contagion. Et au fond, ce qui s'est passé, c'est que ça fait un peu effet d'électrochoc. C'est-à-dire que les Européens, au lieu de se dire on va faire comme les Britanniques, on se sont dit qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et c'est l'enjeu de la réunion de Bratislava, le 16 septembre, des chefs d'État et de gouvernement. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour redonner de la confiance des citoyens dans l'Union européenne? C'est-à-dire relancer le projet européen, le rendre plus dynamique et attractif pour les peuples. Mais alors justement, ce sursaut attendu à Bratislava, vous le disiez, on n'a pas l'impression pour l'instant qu'il y a vraiment de plan B très structuré sur la table, susceptible de séduire les citoyens. Et est-ce qu'un François Hollande, d'ailleurs en fin de mandat, va pouvoir relancer l'Europe avec qui? Aujourd'hui, je pense qu'il faut franchir une nouvelle étape qui doit être plus politique. Il faut retrouver l'essence même de l'idée européenne, c'est-à-dire celle de la solidarité, mais en s'adressant aux citoyens, en leur disant vous avez perdu une partie de votre confiance dans l'Europe. Les partis populistes exploitent les peurs, les angoisses, les incertitudes. Donc il faut maintenant que l'Europe vous adresse un message très fort. Et pour moi, ce message doit être celui d'une Europe qui protège. Alors il protège d'abord ses citoyens au niveau des frontières extérieures de l'Europe. Car on a mis en place des frontières, mais elles ne sont pas toujours efficaces. Donc il faut des gardes-corps, des gardes-côtes, des gardes-frontières. Il faut renforcer Frontex, ça c'est la première chose. Puis en même temps, vous voyez bien qu'il y a de nouvelles menaces sur l'Europe. Il y a la menace terroriste, il y a une géopolitique qui ne cesse d'évoluer, il y a les États-Unis qui s'éloignent de l'Europe, donc il faut aussi une stratégie de défense. Ça, c'est aussi protéger les Européens. Parce que si on ne les protège pas, les gens vont dire à quoi sert l'Europe. Il y a donc le risque de retour au nationalisme. Et puis il faut aussi que l'Europe investisse davantage. Nous sommes un continent économiquement fort, mais avec un chômage beaucoup trop élevé, et nous avons des taux d'intérêt qui n'ont jamais été aussi bas. Il faut investir. Alors, il faut doubler l'investissement du plan Juncker, par exemple. Puis il faut aussi, en même temps, que l'Europe ne soit pas n'importe quoi sur le plan social. C'est-à-dire qu'il faut protéger les travailleurs, il faut protéger notre modèle social, il faut protéger notre modèle culturel. Ça veut dire pas la fin des échanges à l'échelle mondiale, mais des règles du jeu qui soient équitables. Vous confirmez que donc la France a demandé l'arrêt des négociations sur le traité transatlantique ce mois-ci. Alors pourquoi ce revirement? Alors plus précisément, la France, encore une fois, est tout à fait favorable
au principe des libre-échanges, de traités de libre-échange, à condition que les règles du jeu soient claires et qu'il y ait réciprocité, que ce ne soit pas n'importe quoi. D'ailleurs, il y a un très bon exemple, c'est le traité avec le Canada, hein, qui a fait l'objet de très longues négociations, qui prend en compte l'exception culturelle, qui prend en compte l'origine géographique des produits, qui prend en compte le libre accès aux marchés publics, et pas seulement fédéraux, mais aussi dans les provinces, qui règle aussi les conditions dans lesquelles les litiges commerciaux peuvent être traités. C'est un bon exemple de ce qu'on peut faire. Avec les États-Unis, c'est la position de la France, mais ce ne sommes pas les seuls. Si vous allez parler avec les Allemands, ils ne sont pas très éloignés de ça. Ne compte n'y est pas, tel que c'est aujourd'hui. On ne peut pas signer un accord avec les États-Unis. D'ailleurs, le président de la République a dit qu'il n'y avait pas besoin de nous bousculer, que ça ne pourrait pas être fait avant l'élection présidentielle américaine. Mais ça ne veut pas dire qu'on est contre, ça veut dire qu'on y met des conditions. Alors, on n'oublie pas que vous avez été professeur d'allemand, très germanophile. Angela Merkel semble désormais en difficulté, gênée aux entournures, et sa politique migratoire est contestée par ses partenaires, même de coalition, alors que se pose la question de son 4e mandat. Elle a accueilli, on le rappelle, 1 million de demandeurs d'asile en 2015. Est-ce que la politique, pour vous, d'asile allemande est un échec ou une erreur ? D'abord, il faut voir d'où viennent tous ces réfugiés. Et il faut en connaître la cause. C'est la guerre en Syrie. On parlait tout à l'heure du rôle de la diplomatie. La diplomatie française est engagée pour relancer le processus de paix en Syrie. Parce que tout pendant qu'il y aura la guerre, comme en Irak, en Syrie, tout pendant que Daesh et le terrorisme seront là, il y aura des réfugiés. Donc il faut aller aux causes. Il faut agir sur les causes. Après, le droit d'asile, c'est un droit qui fait partie de nos engagements et qu'a fait l'Allemagne. La France aussi y pense à part. Accueillir des réfugiés parce que c'est la Convention de Genève, c'est le droit d'asile. Donc moi, j'étais devant la conférence des ambassadeurs lundi 29 à Berlin. J'ai salué le courage du peuple allemand. En même temps, on ne peut pas simplement constater cette générosité, il faut aussi qu'on s'organise davantage. Donc pour l'avenir, il faut non seulement protéger nos frontières, être clair sur ceux qui peuvent venir dans le cadre du droit d'asile, mais aussi aider les pays qui sont dans la misère, et en particulier l'Afrique, à se développer pour qu'il y ait un autre horizon pour les habitants de ces pays que l'immigration. Alors justement, aussi dans l'actualité très important, 6500 migrants partis de Libye qui ont été pour la seule journée de lundi repêchés par les gardes-côtes italiens. Il y a eu encore 3100 morts en Méditerranée depuis le début de l'année. Oui, le drame à partir de la Libye continue. C'est une tragédie. J'ai parlé des réfugiés, de ceux qui fuient la guerre et qui demandent le droit d'asile. Et puis il y a aussi tous ces réfugiés économiques, ces réfugiés climatiques. Et si on ne fait rien, leur nombre continuera. C'est pour ça qu'il y a une obligation morale, une obligation politique pour l'Europe. Je ne cesse dans les conseils européens avec mes homologues des affaires étrangères de plaider pour une plus grande solidarité avec l'Afrique. Nous nous sommes engagés, l'Allemagne et la France par exemple, à financer des bateaux garde-côtes pour lutter contre les passeurs en Méditerranée centrale. Mais il faut aller plus loin. Et il faut lutter contre tout ce trafic à l'échelle internationale. Et puis surtout, encore une fois, je le répète, des programmes de développement pour tous ces pays. Est-ce qu'il faut s'accrocher à ce fameux pacte avec la Turquie qui permet de retenir les migrants sur les côtes turques, alors que Recep Tayyip Erdogan multiplie les preuves de dérive autoritaire de son régime depuis le putsch raté contre lui. Est-ce que les Européens ne doivent pas dénoncer ce pacte? Non, le pacte concernant les réfugiés avec la Turquie, il faut continuer à le respecter. Il a permis de régler bien des problèmes. Si vous interrogez les Grecs, et nous étions la semaine dernière avec le Premier ministre grec, Alexis Tsipras, qui défend cet accord. Et en même temps, il faut parler avec les Turcs. C'est un grand pays, mais même si nous avons des désaccords. Mais je pense que cet accord sur les réfugiés, il faut le respecter. Il est indispensable. Une petite question finale pour vous, Jean-Marc Ayrault. On sait que vous êtes un grand Européen, peut-être même plus que votre prédécesseur, parce que vous n'avez jamais voté non à un traité européen, rassurez-moi. C'est vrai. Voilà. Comment est-ce que vous voyez l'Europe dans 10 ans et à combien? Écoutez, il faut d'abord faire vivre l'Europe à 27.
enfin maintenant à 27, après le départ de la Grande-Bretagne, et retrouver l'esprit des pères fondateurs. Il faut qu'on redonne de la confiance au peuple européen, de l'espoir, et je pense en particulier à la jeunesse, qui attend des signes positifs, concrets, à la fois pour son propre avenir, mais aussi pour partager un idéal. Et c'est quand l'Europe ne porte pas cet idéal qu'elle perd, je dirais, son sens. Donc c'est tout le combat qu'il faut mener, retrouver. C'est essentiel dans ce monde multipolaire en pleine mutation, hein, des grandes puissances régionales qui naissent. Alors ça ne serait pas le moment d'abandonner ce que nous avons construit ensemble en Europe, mais il ne suffit pas de vivre sur ses acquis. Il faut entendre les doutes, il faut entendre les peurs. Et donc il faut redonner de la confiance. Merci Jean-Marc Ayrault d'avoir été notre invité aujourd'hui. Elle est celle par qui le scandale arrive, celle qui a renoncé au drapeau européen. Vous l'avez reconnue, c'est bien la Grande-Bretagne. Et nous allons tout de suite à la rencontre d'une femme chargée d'observer la procédure de divorce. La grande affaire européenne de l'année 2016, c'est bien sûr le Brexit, puisque le 23 juin dernier, vous en souvenez, avant l'été, les Britanniques ont voté pour sortir de l'Union européenne. Brexit veut dire Brexit, et nous allons en faire un succès. Et pour en parler, nous accueillons une nouvelle invitée en la personne de l'ambassadeur en Grande-Bretagne de la France, Sylvie Berman, bonjour. Bonjour. Alors, un poste particulièrement délicat en ce moment, évidemment, avec ces négociations sur le Brexit et quoi faire des Britanniques qui vont démarrer. Pour l'instant, on ne voit pas véritablement de changement dans les relations, ni de changement véritablement économique important. Non, je crois que le référendum s'est tenu il y a uniquement 2 mois, donc ce n'est pas encore le Brexit, c'est une décision simplement. Donc il y a eu déjà des effets économiques avec la chute de la livre. Il y a également des prévisions de la Banque d'Angleterre qui ne sont pas très positives, donc il y aura certainement un ralentissement de l'économie. Mais en ce qui concerne les relations bilatérales, elles sont toujours très étroites, elles sont étroites sur le plan économique, c'est notre premier excédent dans le monde, et également avec un certain nombre de grands projets. Et nos relations sont évidemment très très étroites en matière de sécurité, de lutte contre le terrorisme et également sur le plan militaire, puisqu'on a mis en place très récemment un corps expéditionnaire conjoint qui peut atteindre jusqu'à 10 000 hommes. Alors justement, ça c'est la partie que l'on essaye de conserver, c'est-à-dire en effet c'est un pays de défense très important pour l'Union européenne, puissance nucléaire je le rappelle, armée l'une des premières d'Europe, et en vérité, eh bien, qu'est-ce qu'il en est de cette coopération puisqu'on va détricoter la politique européenne de sécurité et de défense? Alors, sur le plan de la défense, effectivement, pour nous, ce n'est pas une bonne nouvelle, parce que c'était un partenaire essentiel. Donc, je crois que nous devrons travailler davantage avec les Allemands, qui ont un peu évolué dans leur position, ainsi qu'avec d'autres pays. Et en ce qui concerne le Royaume-Uni, il faudra voir de quelle manière ils pourront être associés par la suite à la défense européenne, alors qu'ils seront un pays tiers. Alors, quel type de relation, plus généralement, sur le plan économique, va-t-on avoir? Vers quoi se dirige-t-on? On pense à 2 ans de négociations qui sont prévues par les traités, avec cette nouvelle première ministre, Theresa May, que l'on dit très fine négociatrice. On la connaît un petit peu, elle était ministre de l'Intérieur, elle a négocié déjà sur Calais. Alors, est-ce qu'elle ne va pas justement avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire un accès illimité au grand marché, finalement, en payant moins son écho européen? Alors, je ne crois pas, parce que la position des Européens a été très claire, et il y a les 4 libertés de l'Union européenne, et c'est inconditionnel. Et donc, s'il doit y avoir un contrôle sur les migrations, il ne peut pas y avoir un accès au marché unique. Et donc, il faudra naturellement qu'il y ait des compromis sur ce sujet. Mais en tout cas, la position des Européens, la position de la France est très claire. Alors, il y a aussi une crainte plus générale, par exemple, des étudiants Erasmus. C'est important tout de même, ces échanges universitaires qui avaient lieu avec le Royaume-Uni, les universités britanniques qui sont très prisées. Est-ce qu'ils ont du souci à se faire, justement, pour la possibilité d'accéder à ces universités prestigieuses?
Alors là aussi, il devrait y avoir des négociations sur ce sujet. J'ai vu les responsables des universités britanniques qui sont un petit peu déprimés. Les jeunes au Royaume-Uni ont voté en majorité pour rester dans l'Union européenne. Ils considéraient que c'était leur avenir et que c'était quelque chose de naturel. Alors justement, comment vous voyez l'avenir? Aujourd'hui, on parle de ces 2 longues années de négociations, d'un divorce à l'amiable ou d'un divorce très dur? Alors c'est un divorce. Donc sans le qualifier pour le moment, on verra comment les choses se passeront. Il faut déjà que le Premier ministre britannique invoque l'article 50, ce qui n'a pas encore été fait, ce qui devrait prendre encore quelques temps. On parle du début de l'année prochaine et ensuite, effectivement, il y aura 2 ans de négociations. Ce qu'il faut dire, c'est que pour le moment, les Britanniques ne sont pas préparés à cela. D'abord parce qu'ils n'avaient pas de plan, ni ceux qui voulaient rester, ni même ceux qui voulaient sortir. Et ils sont pour le moment en train de recruter du personnel compétent pour travailler dans les différents ministères. Celui qui travaille sur la négociation de nouveaux accords commerciaux, et puis le nouveau ministère pour la sortie de l'Union européenne. Merci, Madame l'ambassadeur, de cet entretien. C'est la fin de notre première partie d'émission, mais nous poursuivons notre tour d'horizon européen via les ambassades. Dans la seconde partie, c'est juste après votre journal télévisé.